Nicolas Domenach, Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Une victoire dans un fauteuil à la primaire, état de grâce dans les sondages, son obstination a fini par payer. François Hollande, candidat à PS à l'Elysée, vit son rêve. Va-t-il réenchanter celui des Français, comme il dit? Réussira-t-il à rassembler son parti? Vous en débattrez dans un instant. L'UMPL a maintenant un nom sur lequel cogner et un projet aussi. On a joué au juste prix cette semaine dans la majorité. Convention riposte contre le coût du programme socialiste. Malin ou pathétique, comme l'a jugé Jean-Marc Ayrault, vous nous donnerez votre avis. Et puis à quoi sert le Conseil européen de demain sur la crise de l'euro? À pas grand-chose apparemment, puisqu'un deuxième est annoncé et qui sera aussi précédé d'un rendez-vous Merkel-Sarkozy, incapable de s'entendre sur des solutions. Est-ce la fin du couple franco-allemand? C'est une des questions qu'on se posera. Et puis c'est l'heureux non-événement de la semaine. Carla Bruni-Sarkozy a accouché cette semaine d'une petite Giulia quand la non-communication est érigée en com. Au fait, ça fait combien de points ça dans les sondages pour Nicolas Sarkozy? On va en parler dans le bonus de Ça se dispute. Je vais y arriver sur Italie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Hollande intime dans l'Express, Hollande le conquérant dans le Nouvel Obs. Est-il si mou, se demande Le Point. Il est à la une de presque tous les hebdos. François Hollande, largement écart de la primaire, avec plus de 56% des voix. Il l'emporterait même avec plus de 60% face à Nicolas Sarkozy dans les sondages si la présidentielle avait lieu aujourd'hui. C'est l'état de grâce, c'est ça? C'est du délire, hein. C'est une espèce de contagion d'enthousiasme, mais à un point qui pourrait peut-être même contaminer Zemmour s'il n'y prenait garde. Parce que, je veux dire, on lit des choses, mais absolument ahurissantes. Je veux dire, même dans Le Point, où notre ami Franz-Olivier Gisbert croit voir revenir François Mitterrand. Hollande fait tout pour ça. Ah oui, c'est vrai, mais il l'imite. De là, il croit. C'est une imitation. Il se prend pour Canteloup avec Mitterrand. Mais c'est très intéressant. Non, c'est vrai. Ce qui est très intéressant, c'est que ça prenne. Voilà. Donc, à la fois que la droite, au fond, croit voir revenir ou aimerait un espèce de Mitterrand, c'est-à-dire un homme de gauche qui soit de droite, et en même temps qui ait une autorité qu'on puisse lui reconnaître, hein, une espèce et du boulot, une dimension, des qualités dont le chef de l'État est dépourvu, parce qu'il faut bien dire que la faveur dont bénéficie Hollande est proportionnelle à la défaveur que subit Nicolas Sarkozy, quoi. Une espèce d'anti-Sarkozy. Les sondages, c'est plus contre Nicolas que Sarkozy que pour François Hollande, ce qu'on a vu cette semaine. C'est pour beaucoup, dire ça tient pas, les 65%, 64%. C'est n'importe quoi. Enfin bon, je vais laisser Zemmour. Non, mais on est d'accord, là-dessus, on va être d'accord sur un point. Exprimer son admiration. Non, on va être d'accord sur un point. Oui. Les sondages, c'est n'importe quoi, 60%. Enfin, n'importe quoi. Enfin, c'est pas même un vote. C'est une atmosphère. Voilà, exactement. Bon, on est d'accord là-dessus. C'est même inquiétant pour Hollande parce que les deux derniers qui ont eu ça, c'est Giscard en 80 et Balladur en 94, et les deux ont fini par perdre. Donc il doit le savoir évidemment. Donc c'est n'importe quoi. Deuxièmement, là a dit une chose, je crois très très juste, et je dis ça sans ironie, c'est-à-dire que effectivement la gauche et une partie de la droite cherchent le clone de Mitterrand, c'est-à-dire un homme de droite qui sache parler à la gauche. C'est-à-dire, c'est pas facile. Ça se trouvait jadis. Parce qu'il y avait une culture, il y avait le côté maurassien. Les maurassiens ont toujours été sociaux. Et il y avait eu la guerre qui avait tout mélangé. Enfin, ça se trouvait. Je pense que le problème de Hollande, ça va être ça. C'est qu'il n'est pas un homme de droite qui parle à la gauche, à moins qu'il aille chercher dans son passé paternel, mais bien sûr, c'est comme Ségolène, exactement. Ces gens-là ont des pères de droite et même très à droite. C'est ce qui, pour moi, les sauve. Donc, et qui leur permet quand même de comprendre un tout petit peu la logique dont je parle tout le temps ici, la logique monarchiste de la Ve République. Mais Hollande en est très loin. Maintenant... Si je peux te compléter sur ce point, puisqu'on va commencer sur des accords pour finir sur des désaccords. Ce qui était intéressant quand même dans sa victoire sur Aubry, c'était justement ça. C'est-à-dire que Aubry prétendait incarner au fond une nouvelle pratique de gauche de la présidentialisation, de travail collectif, alors que François Hollande avait au fond choisi délibérément de se référer à la culture de droite présidentielle. Et même il a essayé de parler de la France, absolument. Je dis essayer parce que individuel. On en est loin encore. Oui, absolument. D'incarnation personnelle. Voilà, personnelle. Donc ça, c'était manifestement très intéressant. Non, manifestement, on va lui accorder quelque chose comme ça, on n'en parlera plus. Il a compris
Ça, c'est clair. Les causes font... C'est intellectuel, hein. Je pense qu'il ne le ressent pas. C'est ça où tu vois, nous allons diverger. Mais je pense qu'il a compris intellectuellement, rationnellement, je dirais presque cyniquement, les causes des défaites successives de la gauche, c'est-à-dire qu'elle était trop la gauche. Est-ce que celui qui veut réenchanter la France peut être le candidat du réalisme, du réel ? Non, mais là, il joue sur les deux. Il essaie de jouer sur les deux tableaux, c'est tout. D'un côté, regardez, je vole, c'est comment? Je suis oiseau, regardez mes ailes, et voilà. C'est un coup, je veux réenchanter pour parler au peuple de gauche, et puis un coup, je suis rigoureux et je parle des déficits et tout ça. Mais ça c'est un classique de campagne. Au fond, il veut réussir la synthèse qu'avait, au fond, tenté et faite Nicolas Sarkozy, qui avait provoqué tant d'admiration chez Éric Zemmour. Oui, tu as raison. En 2007. Voilà, tu exagères, d'admiration de la performance. De la performance. Parce que j'avais écrit un papier pour dire qu'il avait 2 campagnes, à la fois il a mené 2 campagnes Sarkozy, et que ça avait marché. Mais effectivement, Hollande veut essayer de faire la même chose. Avec un côté en plus, provincial, qui est aussi un rap à la Chirac, moi, qui me passionne, parce que quand l'Élysée fait réaliser des enquêtes qualitatives et qu'il en ressort que François Hollande incarne au fond le bonheur est dans le pré, c'est-à-dire ce bonheur bucolique, ce côté provincial, alors que Nicolas Sarkozy serait 24 heures, marche ou crève, le côté au fond saccadé, brutal, et en même temps ça explique bien, je trouve, la réussite de François Hollande, qui est face à la trépidance sarkozyste, au fond, calme. Si tu me permets, Nicolas, ce qui est intéressant, c'est que à l'Élysée, il s'en glorifie. Oui, c'est ça. Ce que je trouve assez intéressant, parce que, alors là, on va voir, ça va être. J'avoue que j'ai pas de réponse. Si vous voulez, c'est exactement le même contexte que Giscard Mitterrand en 80. C'est-à-dire Giscard jouant la modernité, déjà la mondialisation. Il faut un président à la France dans la modernité, dans le monde, etc. Et Mitterrand jouant le clocher, la France profonde, provinciale, etc. On rejoue là 30 ans plus tard avec les mêmes jeux de rôle. Alors, la question est de savoir, et manifestement Sarkozy accepte délibérément la giscardisation. Une fois de plus. Enfin, j'aurais dit ça tout le quinquennat. Donc c'est un plaisir. Mais la question est de savoir si on rejoue la même chose que 30 ans après, c'est-à-dire donc Hollande gagne, ou est-ce que 30 ans plus tard, après les ravages de la mondialisation, tout ce qui s'est passé depuis, on fait l'inverse, c'est-à-dire que Giscard prend sa revanche sur Mitterrand. Et donc Sarkozy... Alors, je réponds quand même à votre question, qui était réenchanter le rêve français qui provoque des haussements d'épaule, de sourcils et de cheveux, puisqu'il en a encore quelques-uns, d'Éric Zemmour. Il n'est qu'un jaloux. Contrairement à moi. Mais je pense que là, on va toucher, parce qu'on n'est pas encore dans la campagne présidentielle. Là, on est dans l'amorce. Moi, je pense qu'on va arriver dans le dur, puisque... Mais on va y venir. On va y venir. J'ai dit ici à quel point j'étais insatisfait de ce concours pour Matignon qui avait représenté les primaires socialistes, même si du sérieux avait été affirmé. Je pense qu'on ne peut pas gagner la présidentielle. On peut la gagner, mais ça ne suffira pas à faire que la gauche conserve le pouvoir. Elle peut gagner contre Sarkozy tellement il est peu populaire, mais elle doit mobiliser l'enthousiasme. Elle doit mobiliser quelque chose de l'ordre du transcendantal, si elle veut, au fond, que son passage au pouvoir soit plus que cela, justement. Et avant de passer à la suite, il va réussir à rassembler autour de lui, François Hollande, son parti. Il y a eu des sourires, des poignées de main cette semaine. C'était pour l'image. Ils veulent gagner. Vraiment, c'est la différence fondamentale. Ils veulent le pouvoir. C'est cette fois ou jamais. Donc là, il n'y a aucun problème pour rassembler. Et du coup, cette semaine, l'UMP s'est comporté comme un parti d'opposition face à un autre parti d'opposition. Attention, riposte, convention, on démantèle le projet du PS avec ce compteur qu'on va voir pendant qu'on se parle, compteur de chiffres du projet. On avait un peu l'impression d'être dans un jeu télé. Bon, est-ce que c'était vraiment une bonne méthode? Est-ce que c'était malin ou est-ce que c'était pathétique, cette convention, pour vous? Ce qui était terrible, moi, j'y étais, parce que c'était un moment, je pense, historique. C'était du courage. C'était un moment historique parce que on a vu, on a entendu
le renversement d'une majorité par elle-même, d'une certaine façon. Elle regardait l'opposition comme si l'opposition était le pouvoir. On voyait d'ailleurs de temps en temps des photos de ceux qui entouraient Hollande. C'était le futur gouvernement. Chacun se demandait, tiens, celui-là, il sera à quel poste, etc. C'était vraiment plus que pathétique, quoi. On avait l'impression, il parlait de l'opposition en chiffrant comme ça ses prétendues dépenses, comme si c'est elle qui gouvernait déjà. Et ce télétonton là qu'il nous faisait sous les yeux, c'était le spectacle de leur propre dégradation. Ils avaient eux-mêmes des figures d'ailleurs de cire du musée Grévin, comme s'ils étaient déjà figés dans un passé qu'ils appartenaient comme ça à une époque révolue. Moi j'ai trouvé ça très frappant de voir au fond quel point cette droite qui est exsangue, elle est vidée à l'intérieur d'elle-même, non seulement parce qu'elle ne croit plus à la victoire, mais parce qu'elle n'a plus de ressources idéologiques. Elle n'a plus d'espérance que dans la crise, d'une certaine façon. Sarkozy ne peut se sauver que par cette planche de salut-là. Et donc elle regarde la gauche, au fond s'ébrouer, commencer à esquisser ses lignes de programme, comme si elle était spectatrice. Éric. Éric est accablé. Oui. Par cette réalité, je ne sais. Je suis accablé, oui, je ne fais pas la même analyse que toi. Je suis accablé par, effectivement, j'ai trouvé ça ridicule. J'ai trouvé ça grotesque. Mais je pense que je ferai pas la même analyse que toi. Je pense pas que c'est la droite qui regarde la gauche avec admiration. C'est simplement une preuve de plus de la dégradation du politique qui est ravalé à un jeu télévisé comme ça, qui se met lui-même en scène comme un jeu télévisé. C'est-à-dire que c'est le regard que les politiques portent sur eux-mêmes que tu vois, je dirais plutôt ça. Maintenant, de ce point de vue-là, juste pardon Eric, oui. De ce point de vue-là, c'était très intéressant aussi de voir qu'au fond, chaque intervention était réduite à 3 minutes. Mais c'est pour ça que je dis ça. Sur la nature du débat politique. C'est pour ça que je dis ça. C'est exactement. Ça ne contredit pas mon analyse. Non. C'est un point. C'est-à-dire que la droite, au fond, se dise le mieux pour débattre, c'est de faire comme à la télé. C'est un problème. Voilà, mais c'est pour tout un problème quand même. Même si le politique s'est toujours adapté aux médias du temps. Après tout, le général de Gaulle a fini par faire campagne en 65 à la télé alors qu'il ne voulait pas. Mais là, on est vraiment dans le ridicule. On a vu que l'UMP a essayé dans les premiers jours de taper sur le candidat, Hollande même sa personnalité, en reprenant les thèmes, gauche molle. Rapidement, ça a été abandonné parce que sans doute trop risqué. C'est pas dire que c'est trop risqué, c'est-à-dire que c'est ambivalent. Moi, je trouve qu'ils ont eu raison d'attaquer Hollande personnellement, parce que c'est ça une campagne présidentielle, me semble-t-il. J'ai toujours connu ça en tout cas. Mais la gauche molle, c'est à double tranchant, parce que en même temps, ça peut rassurer le bourgeois qui se dit si c'est la gauche molle, il nous fera pas beaucoup de mal. Espèce de sous DSK. Alors que c'est là que je ne comprends pas, mais ils vont certainement se reprendre. Il y a alors, ils ont attaqué sur un angle que je crois essentiel qui fera la campagne et qui, je pense, touchera les gens, même si je mettrai un bémol après, c'est les impôts. Je pense qu'effectivement, il y aura une hausse massive d'impôts après la victoire de Hollande. Hollande a déjà prévenu, mais je pense que ça sera beaucoup plus important. Après la victoire de Hollande, il va gagner alors Hollande ? Après la victoire éventuelle de Hollande. Non mais c'est ce que j'allais dire. Il l'a intégré. C'est toute la droite a intégré la victoire de Hollande. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, même si Sarkozy gagne, il y aura quand même une hausse d'impôts. Alors, elle sera peut-être moins forte que celle de Hollande, mais c'est pour ça que je disais si Hollande gagne. Et deuxièmement, alors là, je pense que c'est, à mon avis, leur vraie chance de gagner, mais ça n'engage que moi. Je pense qu'il faut détacher, déjà il est beaucoup parti, l'électorat populaire de la gauche sur les questions de société. Je pense qu'il faut marteler, enfin il faudrait, mais je ne sais pas s'ils le feront, mais je pense que l'angle, la faiblesse fondamentale par rapport à l'électorat populaire du programme socialiste, c'est le droit de vote des étrangers, c'est le mariage des homosexuels, c'est l'adoption des enfants par les couples homosexuels, c'est toutes ces mesures-là qui font hurler l'électorat populaire, qui est d'ailleurs, c'était toute la thèse de Terra Nova, on en a parlé ici il y a quelques mois, les gens de Terra Nova qui sont proches de DSK et donc qui vont certainement se rapprocher de Hollande, eux ont fait une croix sur l'électorat populaire pour ne pas renoncer à ce
progressisme entre guillemets sociétal. Je pense que la chance de la droite, et d'ailleurs j'ai vu que la droite populaire avait compris sur le droit de vote des étrangers, c'est Mariani, interview dans Minutes cette semaine. Mais moi je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'est le talon d'Achille de la gauche, à mon sens. Nicolas. Je crois que comme souvent, Éric retarde une guerre. Comment Éric retarde une guerre. C'est pas les guerres napoléoniennes, mais en l'occurrence. Mais je crois que c'est réglé cette histoire-là. Autrement dit, d'accord avec toi. Attends. Laisse-moi finir, tu me diras après. Autrement dit, nous avons pour l'instant 2 candidats des agences de notation, celui de la gauche et celui de la droite. Et donc, nous avons d'une certaine façon standard et pauvre. Très bien. Mais là, c'est-à-dire qu'au fond, c'est pour ça que je dis que c'est réglé et que ça favorisera les 2 extrêmes. Je pense que, notamment Marine Le Pen d'abord, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, parce qu'au fond, nous avons 2 logiques qui sont celles des grands équilibres. La gauche y est résolue, à la lutte contre les déficits, et la droite, au fond, en a fait son cheval de bataille principal et est en même temps désarçonnée puisqu'elle vient d'être dégradée, ou en tout cas menacée de l'être, par Moody's. C'est un Moody's Blues pour notre génération, qui la frappe donc maintenant, qui la contamine. Je veux dire, c'est pour ça que je pense qu'elle est foutue. En plus, elle est vermoulue, elle est minée de l'intérieur. C'est parce qu'au fond, le dernier argument auquel elle s'était résolue, eh bien, vient de s'effondrer sous elle et qu'elle a abandonné ce que Éric appelait de ses voeux, qui nous a développé à nouveau, sur qu'il croit être l'électorat populaire, ce que je ne pense qu'il n'est que très partiellement. Non, Nicolas, moi, il sait bien que je pense que l'électorat populaire est aussi sensible à la générosité, à l'accueil. C'est pas de la générosité, c'est un reniement de la République. Mais je t'attaque même plus sur ce plan-là, parce que je pense que ce sont des vieilles lunes pour la droite. Voilà. D'accord. Que tu me dises. Non, mais j'y crois pas. Ce que tu dis. D'un côté, j'y crois pas, mais en plus, je pense qu'elle a abandonné. Tu penses que la droite a abandonné ce terrain ? Ah oui, non, mais attends. On est tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une partie de la droite. C'est toute la thèse de Jean-Claude Michéa, qui est là-dessus convertie au progressisme sociétal de la gauche, comme la gauche s'est convertie au marché de la droite. Là, je suis d'accord, mais il y a une partie de la droite qui ne s'y est pas résolue, et c'est elle qui attirera les électeurs populaires. Qui est hyper minoritaire et qui... on verra. Il nous reste à peine plus de 2 minutes pour évoquer la Grèce qui souffre, qui saigne, l'Europe désemparée. Pour que le prophète de malheur nous dise que ça y est, le drame, la tragédie est là. À nos portes, ça fait quand même que 10 ans qu'il nous l'a... Peut-être que ça va arriver, c'est comme... Alors là, où à force de l'annoncer, ça se passe. Accorde-moi qu'on est plus très loin. Le Conseil européen donc de dimanche, de demain, on se demande s'il va avoir lieu. Non, mais il y en aura un deuxième rencontre aujourd'hui entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Est-ce que c'est la fin des haricots ? Non, mais il y a une plaisanterie mise à part. Je pense que l'euro peut tenir encore. Je ne sais pas combien de temps, mais il peut tenir encore parce que les Allemands y ont intérêt puisqu'ils font l'essentiel de leurs excédents commerciaux sur la zone euro, donc sur nous. Donc voilà. Mais il n'empêche que on peut pas m'enlever que le désaccord entre la France et l'Allemagne sont de plus en plus grands pour une raison simple, c'est que en fait on est dans le groupe des AAA, des bons gestionnaires. En fait, on n'en est pas. Et donc, ça commence à se voir. Et que, par exemple, un des désaccords fondamentaux entre Merkel et Sarkozy, c'est que Sarkozy voudrait faire payer la recapitalisation des banques françaises par le FESF, là, en fait, par l'Europe, donc par l'Allemagne, et que, évidemment, les Allemands ne veulent pas. Et que Sarkozy sait bien que si c'est son budget, le nôtre, je vais y arriver, recapitalise les banques françaises, là, son AAA, il va passer à la trappe. Donc, c'est que des sujets comme ça. Je pense que nous sommes à la veille d'un grave divorce franco-allemand. Je crois que Sarkozy... Comment vous dire Sarkozy, qui n'a pas le sens de l'histoire d'habitude, il me semble que là, il est hanté par le fait de ne pas être le président qui rompra l'axe franco-allemand. Et c'est Nicolas qui conclura. Eric, vous vous taisez. Mais je 1 minute, 30 secondes. Je crois que, d'une certaine façon, Eric a raison, les désaccords sont de plus en plus grands, mais en même temps, ce qu'il ne dit pas, c'est que les intérêts sont de plus en plus proches. C'est-à-dire que, à la fois, si on le prend qu'en termes politiques, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont intérêt à la crise et à son aggravation, et à la sortie de crise, et ils ne peuvent trouver leur salut que dans la sortie de crise électoralement. L'un et l'autre, s'il y avait des élections aujourd'hui, seraient battus, roulés vraiment dans le parterre. Tandis que s'ils arrivent à s'en sortir,
Mais Nicolas, tu restes au ras des pâquerettes électorales. Là, je te parle électoral. Mais je pense il y a des problèmes de fond. Ah bon. Nicolas qui terminé. Non, mais je pense aussi qu'économiquement, et comme les dernières années, l'Europe ne s'accouche que dans les convulsions. Et que nous y sommes. C'est-à-dire... Eh bien, puisqu'on parle d'accouchement, figurez-vous qu'on va en reparler dans la liste de sa dispute, le bébé de l'Élysée. Oh là 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 là. Merci à tous les deux. Je vous reviens dans un instant sur iTélé.